Salut à tous, aujourd'hui je relance officiellement la saga du mois. Je pense que ça fait 3 ans que je filme cette vidéo et que finalement ça me plaît pas, ou alors que je la prépare, que je la filme jamais, etc. Ça fait au moins 3 ans que je suis sur le dossier et que ça se fait jamais quoi. Voilà, donc à un moment donné, il fallait que je passe le cap, il fallait que je me bouge le cul et du coup... Here I am. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la saga du mois, c'était un rendez-vous que j'essayais de faire tous les mois. Spoiler alert, je crois qu'il y a eu 2 exemplaires de cette saga. Je crois que j'avais fait Harry Potter et Twilight et c'est tout. Voilà, je crois même que la première c'est Twilight et après j'avais fait Harry Potter ou l'inverse. En fait, j'en sais pas, je sais pas. Vous irez voir si ça, le cœur vous en dit sur la chaîne. Faudra fouiller un petit peu loin, mais voilà, vous pouvez aller voir ça. Donc rendez-vous dans lequel je vous présentais une saga dans son entièreté. Généralement on est plutôt sur des sagas young adult parce qu'il faut quand même être honnête, c'était vraiment ma came à l'époque plus que ça ne l'est maintenant, même si j'en lis encore beaucoup. Et on était sur comme je vous l'ai dit, je vous avais présenté Twilight et je vous avais présenté Harry Potter. Aujourd'hui, je viens vous parler de The Mortal Instruments, qui est une saga très chère à mon cœur, que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'était assez particulier de parler de The Mortal Instruments, parce que soit je parlais d'une saga, soit je parlais d'une autre, soit je parlais de l'entièreté de l'univers. Et c'était un petit peu compliqué de choisir comment faire, même si je pense que dès le début, je partais sur l'entièreté de l'univers. Je me disais que de toute façon, par rapport à ce que j'avais à en dire et par rapport à comment était fichue la saga du mois... voilà, ça pouvait passer comme ça et ça me permet d'avoir vraiment du contenu. Alors accrochez-vous, la vidéo risque d'être un petit peu longue, n'hésitez pas à vous faire un petit café, un petit thé. Et puis, écoutez, c'est parti mon kiki, avec la présentation de la saga. Je suis désolée d'avance si je baisse les yeux parce que du coup j'ai pris des notes dans un carnet et du coup je vais potentiellement regarder ces notes parce que même si je connais très bien la saga, faut pas abuser non plus. Voilà, ma lecture des premiers tomes commence un tout petit peu à dater quand même. Et même si je les ai là-haut, je ne vois pas les titres, donc de toute façon, je vais être obligée de les regarder très probablement ici si je veux pas vous dire des conneries. Quand je vous parle des dates de parution, je parle des dates de parution françaises, hormis quand je vous dis qu'elle est écrite par Cassandra Clare depuis 2007, parce qu'il me semble que ça c'est le moment où elle l'a écrit d'elle-même. Oui c'est ça, parce que la sortie du tome 1 était en 2008 en France, donc sortie du tome 1 aux États-Unis un an avant généralement, donc 2007. Donc comme je vous le disais, cette saga de young adult fantasy, fantastique plutôt, parce que ça c'est dans le réel, donc on est plutôt sur du fantastique. Ouais, c'est ça, fantastique. Est écrite par Cassandra Clare, excusez-moi, depuis 2007, puisque aujourd'hui elle est toujours en cours d'écriture. En effet, c'est un univers étendu plus qu'une vraie saga, dans le sens où on va avoir plusieurs sagas dans l'univers. Elle est composée notamment de 5 séries, dont 2 qui ne sont pas encore sorties. Non, il y en a une en plus qui n'est pas encore sortie, je crois. Je pense que j'ai repris des notes qui n'étaient pas bonnes, parce que maintenant il n'y en a plus qu'une qui est à sortir. Non, c'est ça. Il y en a une qui est à venir et il y en a une qui est en cours de parution. C'est ça la réalité des choses. Voilà. On a donc la première saga qui est sortie, qui se déroule... du coup, c'est plus tellement à notre époque maintenant parce que c'était en 2008, donc qui se déroule au moment à peu près de sa sortie, dans lequel nous suivons Clary, qui est une jeune femme comme les autres et qui va se retrouver à se rendre compte que des espèces de créatures un peu cheloues existent et que des chasseurs d'ombre ont pour but de les tuer. Donc les chasseurs d'ombre, c'est des descendants des anges et ils chassent les vilaines créatures qui veulent s'attaquer aux humains, pour faire très simple. Le truc, c'est que normalement un humain lambda il n'est pas censé les voir, et comme Clary les voit, on va vite se rendre compte qu'elle appartient à ce monde et qu'elle est peut-être également une chasseuse d'ombre, même si elle ne l'a jamais su et qu'elle a été élevée comme une humaine. Bref, univers de dingo, il y a des vampires, il y a des sorciers, des loups-garous, des elfes, voilà, des fées, des elfes, je sais même plus vraiment, enfin bref, le petit peuple. Voilà, il y a vraiment plein de créatures et on a également des espèces de démons très pourris, très moches qui eux viennent juste pour se nourrir sur Terre, etc. Enfin, voilà, on a des bons, des méchants et c'est vachement cool. Du coup, la première saga, comme je vous le disais, elle était centrée sur Clary, Jace qu'elle va rencontrer, qui est un des chasseurs d'ombre, et puis tous les autres chasseurs d'ombre. Elle est composée de 6 tomes, même si initialement il y en a 3 qui sont sortis et 3 autres qui sont sortis après. Et en réalité, même si ça forme une seule saga, il faut être très honnête, les 3 premiers tomes forment une première partie d'histoire et la deuxième saga... Enfin, la deuxième trilogie, entre guillemets, forme un peu une autre... voilà, on a vraiment des thématiques qui sont liées,
évidemment, puisque les événements des 3 premiers volumes induisent ceux des 3 suivants, mais pour moi c'est quand même 2 trilogies vraiment distinctes dans une seule saga. Voilà. Donc le premier tome est sorti en 2008, le dernier en 2015, et du coup on a La Cité des Ténèbres qui est le premier tome, La Cité des Cendres qui est le second, La Cité de Verre, La Cité des Anges Déchus, La Cité des Âmes Perdues et La Cité du Feu Sacré qui est d'ailleurs une sacrée bricasse. On est sur une très belle bête, ma foi, donc 6 volumes publiés respectivement en 2008, 2009, 2010, puis 2012, 2014 et 2015. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les dates de parution françaises. Mais généralement, mettez-vous dans le crâne que c'est à peu près une année avant pour les éditions américaines. Après ça est sortie la saga des Origines qui se déroule de mémoire au 19e siècle. On va y suivre du coup des ancêtres des chasseurs d'ombre qu'on connaît déjà, il y a des noms d'ailleurs qui vont revenir et c'est assez sympa. Cette saga elle est composée de 3 tomes, on y suit Tessa qui pareil a été élevée comme étant une humaine tout à fait classique et qui va se faire enlever. On va découvrir qu'elle est potentiellement elle a potentiellement du sang de sorcière ou de chasseur d'ombre, on sait pas trop, enfin voilà, et elle va se retrouver dans un monde qui est un peu effrayant, il faut le reconnaître, mais qui est aussi son monde en fait au final. Cette saga est sortie entre 2012 et 2015, elle est composée comme je vous le disais de 3 tomes, L'Ange Mécanique, le Prince Mécanique pardon, et la Princesse Mécanique, voilà, donc sortie en 2012, 2014 et 2015. Ce que j'avais vraiment aimé quand cette saga était sortie, c'était le côté, le fait en fait de faire des liens un petit peu entre les sagas. Il y avait des noms qui nous revenaient, des choses qu'on avait pu entendre. Je vous conseille par contre non, je sais pas en vrai. Je pense qu'il faut les lire, maintenant que tout est sorti, je pense qu'il faut les lire par ordre chronologique parce que vous risquez de vous spoiler sinon. En effet, il y a des trucs que tu sais si tu lis les... Moi je sais que j'avais lu la première trilogie et après comme entre-temps, les Origines étaient sorties entre le moment où moi je me suis lancée dans la suite, du coup j'ai relu les Origines, j'ai lu les Origines et après j'ai tout relu la saga, les 6 tomes du coup, pour être sûr de pas me spoiler. Les 3 premiers tomes tu peux les lire sans te spoiler globalement, normalement je crois. C'est après les 4, 5, 6 où là tu risques de te spoiler les 1, 2, 3, les Origines quoi, voilà. Ensuite sort Renaissance entre 2017 et 2019 avec La Princesse de la Nuit, Le Prince des Ténèbres et La Reine des Ombres, qui a été d'ailleurs divisé en 2 tomes chez nous en France. Je sais pas, j'ai noté que 2019, je ne sais plus si c'est sorti à peu près en même temps ou pas, je vous avoue, je me rappelle pas trop parce que je les ai pas achetés tout de suite. Je crois que j'ai acheté la suite que quand j'avais lu en fait à chaque fois les tomes. Cette saga elle se déroule peu de temps après les événements de la saga principale. On va suivre un autre duo de chasseurs d'ombre qui était enfant à peu... Ouais, je crois qu'ils étaient assez gamins. Ils avaient une dizaine d'années, peut-être 12-13 ans à tout péter, au moment des événements. Je veux pas vous spoiler, donc j'ai failli dire une grosse dinguerie là. Au moment des événements qui sont survenus à la fin de la première saga. Du coup, on va suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe après, et ça c'était très intéressant, et puis surtout ça nous permet de découvrir 2 autres héros en Emma et Julian, qui sont des personnages que j'adore. Je pense que c'est mes petits chouchous. Franchement, c'est mes... J'adore. Je pense que Renaissance c'est ma préférée. De chez préféré, genre voilà. Ensuite entre 2020 et 2021, puisque le 3e tome n'est pas encore sorti, il y a La Malédiction des Anciens qu'elle a coécrit avec Wesley Chu qui est sorti. Cette fois-ci on va y suivre les aventures de Magnus Bane qui est un personnage très récurrent de la saga puisque c'est un sorcier et que les sorciers sont immortels. Voilà, je n'ai pas du tout lu cette saga et j'avoue qu'elle m'intéresse pas trop parce que pour moi elle est un petit peu en dehors. Pour moi c'est un peu un texte apocryphe et du coup je suis pas trop ambiancée. Donc comme je vous le disais, en 2020 il y a les Parchemins Rouges qui sont sortis et le livre blanc est sorti en 2021 et apparaître The Black Volume of the Dead qui n'a pas encore visiblement de titre traduit. Alors, attention, mes infos sont peut-être pas fiables à 2000%. Voilà, je les ai trouvées également sur internet. Donc voilà, hein, internet étant ce qu'il est, rien n'est sûr. Ensuite, entre 2021 et 2023 est sorti Les Dernières Heures qui se situe du coup entre les Origines et la saga principale puisque c'est avec les enfants des personnages que l'on découvre dans les Origines. Voilà, il y a La Chaîne d'Or qui est sortie en 2021, La Chaîne de Fer en 2022 et en 2023 La Chaîne d'Épines. Personnellement, j'ai pas non plus encore lu cette saga. Bon, celle-ci, je compte la lire évidemment parce que pour moi, elle s'inscrit vraiment dans la lignée temporelle de la saga. Mais pour l'instant, j'ai que le tome 1 et j'ai pas encore eu le besoin absolu de retourner vers la saga. Je pense que je vais
peut-être attendre que la dernière série qui est à paraître sorte. Cette série du coup aurait pour titre, version anglaise, donc on va se marrer 2 minutes avec mon accent. Le tome 1 ce serait The Last King of Fairy, le tome 2 The Last Prince of Hell, et le dernier The Last Shadow Hunter. Voilà. On n'a pas du tout de date de sortie annoncée, que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'elle en est dans l'écriture de cette trilogie. Ce serait une trilogie du coup qui se déroulerait donc, à la fin du coup. De toute façon, si vous avez lu la saga, vous savez bien qu'après Renaissance, on attend quelque chose, on sait qu'il va se passer des dingueries. Voilà. Ces dingueries, ce sera dans cette saga-là. J'ai très hâte de la découvrir, je vous avoue. Je pense que ça me remettra le pied à l'étrier parce que là, ça fait tellement longtemps que je les ai lus que je suis moins dedans. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à me mettre dans les dernières heures, même si je pense que ça va être encore une pépite parce que, encore une fois, je suis très fan de cette saga. Pour finir avec les présentations, parlons également des livres compagnons puisqu'il y en a plusieurs qui sont sortis. On a un codex, on a les chroniques de Bane qui sont toujours avec Magnus Bane et qui sont des petites nouvelles qui sont pas disponibles en format papier en France mais qui existent en format e-book et il me semble même qu'à une époque elles étaient gratuites, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne les ai pas lues. Et après on a plein de trucs qui n'ont pas été traduits, Tales from the Shadowhunter Academy, History of Notable Shadowhunters and Dennis... j'arrive pas à me relire. Bref, pas mal de bouquins comme ça qui sont sortis sur l'univers avec, je crois qu'il y en a un où justement le Tales from the Shadowhunter Academy. Ah non, c'est peut-être pas lui. Alors je sais qu'il y en a un où en fait c'est avec les plus grands Shadowhunters, les plus grands chasseurs d'ombre qui existent, tout ça. Voilà, très sympa. Si on est vraiment fanatique de l'univers, ça peut être très cool d'avoir ces objets livres parce que globalement c'est des beaux livres en plus de ça. Et puis il y a le côté un peu sympa de la collection. Moi à une époque je les voulais, maintenant bon, j'ai un peu arrêté le côté collectionneuse. Je collectionne déjà suffisamment les livres pour ne pas me rajouter des trucs en plus je lirai probablement pas. Voilà. Et ensuite... il y a également eu 2 adaptations, une en film en 2010 qui a été assez catastrophique mais on en reparlera plus tard, et une série entre 2016 et 2019 et pareil on en reparlera un peu plus tard. C'est tout pour la présentation de la saga. Parlons maintenant des personnages de celle-ci parce qu'évidemment on ne peut pas parler d'une saga sans parler de ses personnages. C'est un peu particulier et je vais pas trop m'étendre du coup dessus dans cette vidéo, tout simplement parce que là on va pas parler d'une saga mais de plusieurs dans un même univers. Alors franchement je vais faire un petit point sur les personnages principaux de chaque saga mais je vais pas m'étendre dessus et vous raconter la vie de chacun. J'estime que si vous avez envie de lire la saga, j'ai pas envie de vous spoiler des trucs. Et accessoirement, si vous connaissez déjà la saga, vous connaissez un petit peu les personnages. Donc je vais juste un petit peu parler du coup de chacun des personnages principaux de chaque saga. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Et après, je ferai un petit point sur qu'est-ce qui est intéressant chez ces personnages de manière générale. Voilà, donc ça va être très général cette vidéo, hein. Il va falloir se le mettre dans le crâne. Dans la première sextologie, première saga, du coup on va avoir évidemment Clary qui est l'héroïne première de la saga, même si dans la deuxième trilogie c'est plutôt son meilleur ami Simon qui devient un petit peu un héros à part entière. On va également avoir Jace qui est aussi le love interest de Clary, même si purée des bâtons dans les roues ils en ont plein. Et Alec et Isabelle, d'où est-ce que ça sort ça? Et Isabelle, qui sont un petit peu les... c'est un peu les frères adoptifs de Jace. Il a passé les 3 quarts de sa vie avec eux et il est très proche d'eux. C'est un groupe de jeunes gens, hein, parce qu'ils ont quoi? Ils ont peut-être 18 ans à tout péter. 16-18 ans, 16 ans je crois. Ils ont entre 16 et 18 ans c'est sûr, donc c'est vraiment des gosses en soi, et en même temps tu te rends compte que Clary, si elle est dans son petit monde de « Ah, je suis une benne, tout va bien, j'ai 16 ans, je suis une gamine », tu te rends bien compte que c'est pas du tout la même chose chez les chasseurs d'ombre et que tu es obligé de devenir un adulte beaucoup plus vite, et c'est vraiment très flagrant chez les personnages qu'elle va rencontrer en Jace, Alec et Isabelle. Dans les origines, le trio de tête, celui que l'on suit partout, même s'il y a plein d'autres personnages secondaires dans chaque saga, attention, je peux pas m'étendre sur tout le monde, mais vraiment les 3 héros, ça va être Tessa, Will et James. Triangle amoureux à l'approche, je pense que c'est le seul triangle amoureux que j'aime, c'est celui-ci. Il est, pour moi, il est parfait. Il n'y a pas de meilleur triangle amoureux possible, honnêtement. Voilà, c'est dit, en tout cas génial, j'aime beaucoup la dynamique entre ces personnages, entre Will et James qui sont des amis de toujours, qui sont para-bataille. C'est un lien très particulier puisqu'en fait les chasseurs d'ombre ils vont se dessiner des runes sur la peau avec ce qu'on appelle une stèle, et il y a une rune qui existe, qui est une rune qui reste toute la vie, c'est une rune de para-bataille, c'est ce qui va lier en fait 2 âmes. Ça va lier 2 âmes et du coup dans le combat, hein, évidemment, on n'est pas sur un truc de mariage, de quoi que ce soit, c'est vraiment de compagnons d'armes en fait tout simplement, et c'est vraiment un lien très fort que tu ne peux pas briser. Du coup ça fait aussi que quand tu as un para-bataille tu n'as pas le droit de
tomber amoureux de lui et de vivre une histoire avec lui. Tu n'as pas le droit, enfin il y a plein de choses auxquelles t'as pas le droit, voilà, c'est très très réglementé, du coup ils sont pas à bataille, ils sont très très proches tous les deux. Dans Renaissance évidemment ce sont Emma et Julian, après il y a aussi toute la famille des Blackthorn qui est la famille de Julian qui est hyper importante dans la saga, mais soyons très honnêtes, c'est sur ces deux parabatailles qui partagent des sentiments un peu mitigés, hein, voilà. Justement j'en parlais juste avant, mais ils s'aiment peut-être un peu trop bien. Voilà, voilà. Dans la malédiction des anciens, on va suivre Magnus et Alec. Donc Alec, donc je vous ai déjà parlé dans la The Mortal Instrument, et Magnus, comme je vous le disais, qui est un personnage qui est récurrent dans la saga. On le suit un petit peu, il apparaît dans toute la saga, je pense. J'ai pas encore lu les dernières heures, je peux pas vous dire, mais voilà, c'est un personnage très récurrent. Et dans les dernières heures, on va suivre Cordelia, James, Lucy. Donc comme je vous le disais, on est sur les descendants des personnages des origines, donc des personnages qui étaient très intéressants à découvrir. Ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est déjà les schémas qu'on va retrouver systématiquement. On va avoir du coup ces liens de sang, mais pas que. On a beaucoup de personnages qui vont s'être créés un lien quasi fraternel, parce que on est dans un monde qui est brutal. On est dans un monde dans lequel il y a beaucoup de parents qui sont morts au combat, on meurt jeune également. C'est pas un... Enfin voilà, c'est une mission de vie qui peut être terrible et qui fait que c'est une vie qui est compliquée, une vie de combat, une vie de sang, et c'est très dur. Donc souvent on a des familles qui sont un peu recomposées d'une certaine manière. Par exemple, il y a la très grande famille des Blackthorn qui se retrouve complètement démunie à la fin, et on a Julian justement dans Renaissance qui est obligé de prendre un peu le rôle de papa parce que son grand frère et sa grande sœur ils sont plus là, ses parents ils sont plus là non plus, donc voilà. Emma elle a plus personne non plus, elle a plus que eux, du coup ils forment un petit peu une espèce de grande famille. Et je pense que du coup il y a un petit peu ce côté, ils se jouent un peu au papa et à la maman, Emma avec les enfants, donc Emma et Julian, donc forcément il y a peut-être aussi ce côté là, donc il y a vraiment ce côté famille qui se reconstruisent. Je pense aussi à Jace qui est plus ou moins le frère adoptif d'Alec et Isabelle. Il passe tellement de temps avec eux, c'est ses frères et sœurs pour lui. Enfin, il y a même pas de... Il fait partie d'une certaine manière de la famille. Voilà, on a James et Will, c'est pareil, ils ont un lien quasi fraternel. Le lien de parabataille joue aussi beaucoup là-dessus. On a vraiment ce côté, tu te bats pour l'autre au péril de ta vie, tu protèges l'autre au péril de ta vie. T'as vraiment ce côté qui fait qu'on a vraiment ce schéma qu'on va retrouver dans chaque saga. Évidemment, je vous parle des 3 que j'ai lues, je vais pas vous parler de celles que je n'ai pas lues, mais on a vraiment toujours un petit peu ce lien familial, ce schéma familial et amical qui va se créer. Également, gros point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils sont tous relativement jeunes. Hormis Magnus, que l'on suit du coup dans la malédiction des anciens, le reste c'est que des adolescents ou éventuellement des jeunes adultes. On est toujours sur des personnages qui ont entre 16 et 20 ans, grand max. Donc on est sur des personnages qui sont très jeunes à chaque fois. Et du coup, on va avoir la fougue de la jeunesse, les décisions de la jeunesse aussi qui sont pas toujours très très réfléchies. Un gamin, un ado, ça agit avec impulsion. Et même si tu fais partie d'un univers un peu fantastique dans lequel tu combats des démons tous les jours, je veux bien croire qu'il y a des fois tes hormones te titillent, ceci te titille, et tu te laisses aller complètement à tes impulsions. Et c'est normal. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la saga, c'est que t'as affaire à des enfants, tu les découvres, ce sont des gosses. Moi je suis désolée, mais oui, une gamine de 16 ans qui découvre qu'elle fait partie de cet univers-là, là va évoluer. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'au fur et à mesure, elle va devenir une femme d'une certaine manière, elle va évoluer. Et c'est aussi quelque chose que j'adore dans cette saga, le fait qu'on puisse suivre un petit peu les personnages dans le temps, puisqu'on a quand même des personnages qu'on suit depuis les origines, donc ça fait plus de 2 siècles que tu les suis limite. J'abuse peut-être un petit peu parce que je me rappelle plus en vrai à quel siècle ça se passe, mais enfin tu vois, tu les suis sur vraiment une très longue période, tu vois, t'as vraiment une vraie évolution qui existe et qui découle de tout ça, et je trouve ça assez génial. Je trouve que c'est vraiment cool, et ça crée aussi des scènes très particulières parce que des jeunes, ils vont avoir le recul, enfin ils vont pas avoir le recul plutôt, pardon, nécessaire, mais ils vont avoir l'œil de la jeunesse. Et c'est très intéressant notamment dans un univers qui est très déchiré, parce que c'est un peu, j'en reparle juste après, mais c'est un univers qui est très déchiré, il se passe tellement de choses que tu as des petites guéguerres internes et tout ça, et j'aime beaucoup le fait d'avoir le point de vue de la jeunesse, qui voit un petit peu les erreurs du passé, qui veut pas les reproduire, et qui en même temps, c'est des jeunes, donc on les écoute pas les jeunes. Et je trouve que c'est très très intéressant. On a vraiment... tout ça quoi. Et on a aussi évidemment un autre schéma qui revient systématiquement, celui des amours impossibles. Voilà, entre les personnages. Forcément, c'est quelque chose qui existe entre Jesse et Clary. Voilà, pas que d'ailleurs Jesse et Clary dans cette saga, mais en tout cas ça c'est le gros amour impossible de la saga, je pense que voilà. On a le triangle amoureux comme je vous disais dans les origines, on a les parabatailles qui doivent pas tomber amoureux, on a vraiment tous ces schémas impossibles qui vont pareil créer des intrigues, créer des personnages,
et c'est hyper intéressant et ça participe évidemment à la construction des personnages. Je peux pas non plus ne pas vous parler des personnages secondaires, on a notamment toute la famille Blackthorn qui est hyper intéressante et qui vont également créer des intrigues eux-mêmes. On a vraiment ce... Comme je vous disais, ça rejoint ce schéma familial en permanence, on a vraiment le côté très famille avec les petits frères, les grands frères, les machins, les bidules, voilà. Il se passe des choses dramatiques d'ailleurs chez les Blackthorn, moi ça me brise le cœur. Il leur arrive tellement de merde à cette famille, ça me tue. Bref, on a en tout cas vraiment... et toujours une véritable cohésion des personnages, et les personnages secondaires sont hyper importants, que ce soit les gentils comme les méchants. Parce que les méchants, je peux pas ne pas vous en parler non plus, pour moi les personnages méchants de cette saga, ils sont tellement intéressants. Enfin, en vrai je pense surtout, j'ai Valentin en tête parce que c'est le grand méchant de la saga principale quand même, il faut pas l'oublier. Qui est un personnage qui est très ambivalent, et à chaque fois en plus ce qui est horrible c'est que tu... Bah en fait, il y a des idées que ça me fait beaucoup penser à, par exemple à Grindelwald dans Harry Potter, qui a des idées qui sont très... comment dire, bah en fait, tu peux comprendre qu'il ait un peu ce sentiment de supériorité, qu'il est... surtout qu'il ait un peu ce dégoût des moldus, etc. Et qu'il estime que les sorciers valent mieux et qu'il devrait pas avoir à se cacher, tu vois. Et je trouve que des fois, c'est des positions qui s'entendent, mais c'est pas forcément bien amené. Et Valentin, il y a un petit peu ce côté-là, hein, parce que lui, en gros, il estime que les chasseurs d'ombre valent mieux que tout ce qui est vampires et compagnie, les créatures obscures, et que il devrait les asservir. En gros, enfin, pour faire très simple de mémoire, c'était ça. Hein. Donc c'est pas ouf non plus, tu vois, il y a un peu ce côté, en fait, c'est des gens qui ont des idées qui sont hyper... Enfin, j'aime en fait ces méchants-là, en fait, qui arrivent à te faire adhérer à leurs idées. Des fois, Enfin, en vrai, des fois, tu l'entends parler, enfin, tu le lis, du coup, et tu te dis, en fait, je comprends qu'il puisse penser comme ça. Je comprends pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. Et je trouve que les méchants sont très intéressants dans cette saga, parce qu'à chaque fois, même dans Renaissance, au final, il y a beaucoup de trucs qui se passent en fait en interne chez les chasseurs d'ombre, avec des gens qui vont avoir des idées bien définies parce qu'ils ont vécu des choses qui font que, en fait, aujourd'hui, ils estiment que on devrait faire ci, ça, 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 ça. Et on a les autres qui vont dire, mais non, si on fait ça, on devient les méchants. Et je trouve que c'est très intéressant. Et ça rejoint un petit peu ce que je vais vous dire dès à présent. Puisque maintenant que j'ai terminé de vous parler des personnages, je vais vous parler du coup de l'intrigue, enfin des intrigues, qui du coup sont parfois très politisées. Comme je vous le disais il y a un instant en vous parlant des personnages et des méchants de manière générale, on peut aussi en parler ici dans les intrigues, puisqu'il y a très souvent des divergences d'opinion dans les différents groupes qu'on va découvrir de chasseurs d'ombre. On va avoir, et je pense que c'est le plus flagrant dans Renaissance, parce qu'on a vraiment une vraie petite guéguerre et une vraie scission qui va se dérouler, au point qu'il y a des drames qui se passent vraiment, enfin c'est affreux ce qui s'y déroule. On a vraiment enfin c'est le cas dans tous, je crois. De toute façon, à chaque fois, il y a toujours un truc qui vient se passer, soit une personne qui va foutre la merde, soit des groupes qui vont se monter les uns contre les autres parce qu'ils vont avoir des opinions différentes. Donc on a vraiment une scission entre les chasseurs d'ombre qui apparaît systématiquement. Par exemple, quand je vais reprendre l'exemple de Valentin, mais du coup il avait créé tout un groupe autour de lui, donc je suis désolée mais j'ai oublié le nom. Il avait créé un groupe en fait de chasseurs d'ombre qui avaient les mêmes idées que lui et qui ont été un petit peu défoncés une fois que Valentin, c'était quand il était plus jeune parce que du coup après il a disparu. Une fois que Valentin a disparu et que le groupe s'est dissous, ses anciens membres, c'est pas des gens que les chasseurs d'ombre portent trop dans leur cœur. Il y a une espèce de... Voilà, c'est compliqué, très compliqué. Mais c'est hyper intéressant aussi parce que je trouve qu'il y a vraiment une dimension hyper politique en fait sur cette saga et des intrigues très politiques qui sont super intéressantes. Moi je pense même que j'ai préféré ces intrigues là, et encore plus aujourd'hui où peut-être que le côté adulte fait que j'aime vraiment, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans la fantasy, ce genre de truc, tu vois, et j'aime vraiment le côté ouais, presque politique en fait de certains débats qu'il va y avoir. Il y a également aussi très souvent des intrigues autour des créatures obscures. Donc comme je vous disais, les créatures obscures, ça va être les vampires, les loups-garous, le petit peuple, ce genre de choses. Les créatures obscures qui du coup généralement sont issues d'une mutation et généralement entre humains et démons, etc. etc. pour faire très simple. Ce que j'ai aimé avec ce truc là, c'est qu'on a souvent vraiment une dimension
soit ce sont nos ennemis, soit ce sont nos amis. Dans la saga principale, ils ont des droits, mais on sent quand même qu'il y a une espèce de racisme sous-jacent envers eux. Et en même temps, du coup, on va quand même devoir faire appel à eux, et ceci et cela, et puis on a des trahisons, et puis... Enfin, vraiment, c'est toujours un sujet, d'une certaine manière, la place des créatures obscures, et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce que ce sont nos alliés? Est-ce qu'à l'inverse, ce ne sont pas nos alliés? Est-ce qu'on doit les traiter comme nos alliés et risquer de se prendre un couteau dans le dos? Est-ce qu'à l'inverse, on les traite comme des merdes, et ça risque pas d'être retourné contre nous? Est-ce que c'est justifié qu'on les traite comme ça? Donc je trouve ça assez... Je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui va créer forcément des tensions, que ce soit entre les chasseurs d'ombre, encore une fois, ou avec les créatures obscures, et ça va créer... En fait, c'est toujours vraiment des intrigues politiques de base qui vont créer le chaos, et du coup, beaucoup plus... On a les intrigues amoureuses également, donc avec ce côté... ces amours impossibles, je vous en parlais quand je vous parlais des personnages, mais en réalité c'est aussi ce qui va créer l'intrigue, ce côté je peux pas sortir avec lui parce que c'est mon parabataille, je peux pas sortir avec lui parce que je suis une nana, c'est une nana, et on peut pas sortir ensemble parce que c'est mal vu. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté là qui est très intéressant. Ce qui est très sympa aussi, on a évidemment des intrigues qui se suivent, on a vraiment toujours des fils conducteurs dans chaque saga, et des fois aussi d'ailleurs des fils conducteurs d'une saga à l'autre, puisque je pense à la saga principale et Renaissance et celle qui va sortir après, où concrètement c'est la suite quoi, c'est la suite, et autant tu peux lire la saga principale et t'arrêter à la saga principale, autant je pense que tu lis Renaissance, t'as qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Moi franchement je ne tiens plus en place, parce que vraiment la fin, t'as qu'une hâte, c'est d'avoir une suite et de savoir ce qui va se passer, parce que tu sais que la fin elle est tellement ouverte, et en même temps tu peux t'arrêter là évidemment, mais la fin est tellement ouverte que t'as besoin de savoir la suite, c'est une évidence. Et je pense que le fil, le conducteur le plus flagrant, c'est le côté un peu double trilogie de la saga principale. Parce que dans la saga principale, vraiment, on pourrait distinguer les deux trilogies. En vrai de vrai, on pourrait. Mais si t'as pas lu les 3 premiers tomes, tu ne comprendras que chi à la saga, au reste des tomes de cette saga. Voilà. Et autre fait d'intrigue, on a évidemment le côté chasseur d'ombre qu'on va suivre au fur et à mesure. On va voir vraiment l'évolution de la pensée des chasseurs d'ombre, et ça c'est un gros plus, parce que c'est un univers qui est tellement étendu, le fait de pouvoir comme ça suivre vraiment ce qui s'est passé, l'évolution des pensées, l'évolution des mœurs, l'évolution de tout ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Voilà. C'est tout pour les intrigues, on va maintenant parler des adaptations. Alors attention, je suis pas une grande experte dans les adaptations, j'ai vu le film une fois et j'ai vu le début de la première saison de la série, donc je vais en parler de manière encore une fois très factuelle, comme de toute façon tout ce que je fais dans cette vidéo. On va pas passer à mon avis après évidemment et aux avis des autres, mais pour l'instant ça reste très factuel quand même, et là plus que jamais, parce que le film étant sorti en 2010, je vous avoue que je me rappelle très peu. Donc il s'appelait The Mortal Instrument, la Cité des Ténèbres, rien de trop compliqué. Il a été réalisé par Harold Swartz, je sais pas trop comment ça se prononce. Et dans les rôles principaux, donc ceux de Jace et Clary, nous avions Lily Collins et James Campbell Bower. Voilà, ça a été un échec pharaonique au box-office. J'avoue que le film était vraiment pas ouf, honnêtement. À l'époque, j'avais pas encore lu les livres, donc j'avais plutôt bien aimé. Et quand j'ai lu les bouquins, j'étais en mode ah ouais non, ça va pas du tout, là, ça va pas, c'est pas bon quoi. Voilà, la suite qui devait sortir a été annulée et ne verra du coup jamais le jour. Sommes-nous tristes? Pas vraiment. Du coup, la série Shadowhunters, elle est sortie entre 2016 et 2019. Ils auraient pu choisir, du coup, avec tout ce qui était sorti entre temps, de parler d'une autre saga, mais ils sont repartis également sur la saga principale, parce que c'est ce que je vous ai pas précisé avec le film, mais bon, sorti en 2010, vous auriez pu vous en douter, que c'était basé sur la saga principale. Là, en l'occurrence, je pense que j'aurais bien aimé, moi, voir autre chose. J'aurais adoré une série qui se déroule dans une autre époque avec d'autres chasseurs d'ombre qui n'existaient pas. En fait, je pense que c'est ça le problème. C'est de prendre des trucs qui existent et d'en faire quelque chose d'assez médiocre. Désolée pour ceux qui ont aimé la série, mais moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec. D'autant plus que à l'époque j'étais vraiment très à fond dans la saga, c'était la période où je lisais parce que je n'avais pas lu. Donc honnêtement j'étais un peu chonchon. Elle a été créée par Ed Decter et parmi les rôles principaux il y avait notamment Catherine McNamara et Dominic Sherwood qui jouaient du coup Jace et Clary. Je m'étends pas sur les autres, mais l'acteur qui joue Alec, oh là là, je le trouve incroyablement sexy. Voilà.
Il y a 4 saisons en tout qui sont sorties, puis la série a été annulée, il me semble. Voilà. Elle a été notamment diffusée sur Netflix. Je crois qu'elle avait un diffuseur à la base et qu'il a lâché l'affaire et que c'est Netflix qui avait repris le bébé. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. En fait, ce qui est tellement dingue avec cet univers, c'est qu'on pourrait en faire beaucoup plus. On pourrait choisir une période temporelle et bam, tu fonces dedans avec des personnages qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vu, qui t'a fait un clin d'œil, genre tu vas apparaître en Magnus parce que il est là tout le temps, donc tu peux dire ah bah tiens voilà. Puis même dans tous les tomes, des fois tu vois apparaître des personnages qui viennent d'autres pays et qui du coup ont d'autres façons de faire, mais qui sont quand même dans les chasseurs d'ombre, et je trouve ça super cool. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on nous montre pas ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à refaire systématiquement la même chose avec d'autres acteurs, mais concrètement ça raconte la même chose. Voilà, j'ai pas du tout apprécié la série, j'ai pas du tout apprécié le film, mais voilà, malgré tout je sais qu'ils ont eu l'un et l'autre leur petite fanbase, et ça veut dire aussi que ça plaît à certains. Et je pense que si tu n'as jamais lu les bouquins, il n'y a aucun problème avec la série, et je pense même que tu peux avoir lu les livres et apprécier totalement la série. Moi j'ai pas trop accroché, après c'est mon opinion très personnelle, il y a des choix qui ont été faits que j'ai pas trop compris. Il y en a d'autres que j'ai apprécié, par exemple ils ont vieilli Clary, je trouve ça plutôt intéressant, parce que ça permet de créer des intrigues que tu peux pas créer avec un personnage qui est trop jeune. Donc quand tu fais des choix, voilà. Mais je pense que j'aurais peut-être aimé que la saga se déroule à un autre moment, une autre période, peut-être reprenne une autre des sagas qui sortaient, je sais pas. Voilà, je sais pas si j'aurais plus aimé sinon. Voilà. Le moment tant attendu, celui de vos avis. Bon, pour ceux qui connaissent la saga du mois, ça veut dire que vous êtes là depuis très longtemps, donc félicitations à vous de m'avoir suivi pendant toutes ces années, je suis obligée de vous féliciter, c'est un calvaire, même pour moi des fois, donc voilà. Mais à chaque fois je vous demandais vos avis sur la saga et vous me donniez un bref avis, enfin vous me donniez, ceux qui voulaient bien me donner un bref avis me le donnaient. Du coup j'ai réuni 2 avis, dont un d'une meuf qui n'en a lu qu'un seul tome, voilà, mais qui a dû prendre vraiment pitié de moi et qui s'est dit allez vas-y je vais faire un truc quand même parce que la pauvre. Voilà. Donc c'est l'occasion de parler d'autres avis que le mien et de vous présenter un petit peu tout ça. Voilà. La première personne qui m'a donné son avis c'est Photo by Roxane, je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos. Voici son avis qui va apparaître sur le teco. Je sais pas comment je vais essayer d'incruster ça pour que ce soit lisible. Voilà, mais il va apparaître, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez le lire, mais sinon je vais vous détailler un petit peu ce qu'elle nous en dit. À l'époque où elle m'a envoyé ce message, c'était il y a un moment, parce que ça devait être à l'époque où moi je voulais sortir la vidéo au début, donc c'était probablement juste après celle d'Harry Potter ou de Twilight, je ne sais toujours pas dans quel ordre sont sorties ces vidéos. Et ça faisait déjà 3 ans qu'elle avait lu la saga principale. Ce qu'elle en disait, c'est qu'elle avait été un peu gênée par le fait qu'il y ait 2 trilogies, elle avait eu du mal au début à suivre un petit peu le fil rouge, mais elle avait trouvé l'univers hyper plausible, que la représentation d'une minorité était très bien amenée et qu'elle s'était attachée au personnage. Pour rebondir sur chacun des points, moi je sais que j'avais aussi été très gênée par le début de la 2e trilogie, j'avais pas trop compris le délire et j'avais pas été hyper... En plus de ça, je trouve qu'on suit beaucoup Simon, et moi Simon c'est pas un perso que j'aime trop en vrai. Du coup j'avais été un peu gênée par ça, mais globalement je m'étais replongée assez rapidement dedans. J'avais trouvé que le 4 était un tome qui était très lent, on sentait que c'était un tome de transition entre les 2 parties pour nous montrer que c'est bon, l'intrigue du tome précédent c'est terminé, maintenant la vraie intrigue c'est ça. Voilà. Encore une fois, je m'excuse, enfin encore une fois je me suis pas excusée, mais je m'excuse, il y a ma machine à laver qui est en train de tourner et elle est en mode essorage, ça fait un boucan d'enfer, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà, je vais continuer à parler assez fort pour qu'on m'entende, voilà. Ensuite l'univers plausible je trouve aussi complètement, je trouve que l'univers franchement ils se font très bien dans la réalité de notre vie à nous, et je trouve que, franchement j'ai aucun mal à y croire, je trouve qu'il est hyper plausible et il est très bien construit. La représentation d'une minorité bien amenée, alors ça clairement on est très franchement sur une saga qui pour moi aborde très bien les questions du racisme, etc. Je dis etc parce qu'il est notamment abordé à plusieurs reprises la question de l'homosexualité, et je trouve que c'est très intéressant de voir que qu'on peut en parler de cette manière là en fait, le fait d'avoir des créatures obscures et de voir qu'en fait sous prétexte de elle partage du sang avec des démons, tu vois elles valent moins que toi qui partage du sang avec un ange, enfin tu vois il y a un peu ce côté les chasseurs d'ombre pour de vrai ils se prennent vraiment pour l'élite, ils se prennent pas pour de la merde, et des fois t'as envie de leur faire non mais frère t'es personne, tu vas te détendre quoi, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et
comme elle, je me suis également beaucoup attachée au personnage, donc je rejoins à 100% son avis. Globalement, je suis d'accord avec tout. Après, elle n'a lu que la saga principale, mais c'est toujours mieux que Tida, dont je vous mettrai encore une fois l'Instagram en barre d'infos, qui elle a lu uniquement le premier tome, elle a abandonné le deuxième. Pareil, je vous mets son avis sans doute ici, ça se trouve il va être de ce côté là parce qu'il y aura plus de place là, mais c'est pas grave, j'aurais l'air d'une godiche à faire ma vendeuse de je sais pas quoi d'ailleurs, mais de vide, parce qu'il y a rien. Voilà. Mais bref, c'est pas grave. Elle a trouvé que les personnages étaient caricaturaux, fades et voilà, c'est déjà bien. Et qu'elle trouvait le style de l'autrice également trop adolescent, voilà. Alors, je suis beaucoup moins d'accord avec elle forcément puisque moi j'ai adoré la saga, mais je peux comprendre qu'on ne l'aime pas. On est sur de la saga young adulte, donc je me dis bon bah, enfin voilà, tu peux pas plaire à tout le monde quand t'es du young adulte et potentiellement ouais, si l'autrice était trop adolescent du coup. Je sais pas, moi quand je l'ai lu ça me choquait pas, mais je lisais beaucoup de young adulte aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, si je me relis la première saga, je vais peut-être être en mode bah finalement c'est pas ouf quoi, je sais pas. Mais comme je la relirai probablement pas parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire pour me plonger dans les premiers tomes que j'ai déjà lus 2-3 fois. Voilà. Et concernant les personnages principaux, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils soient fades et caricaturaux, mais je me dis, je pense que dans le premier tome, en vrai de vrai, ouais, ils sont pas... c'est des gamins de 16 ans. Jace il se prend pour le Kaïd de l'espace, voilà, je suis un peu bresson quand même, mais pas trop non plus, enfin tu vois, vraiment un peu, enfin pour moi Jace c'est un cliché, donc oui je pense qu'on peut, voilà, Clary je pense aussi que c'est un peu le cliché de l'héroïne, donc cet avis il se vaut complètement et je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, voilà, moi c'est quand même une de mes petites sagas chouchou de ouf et je pense qu'il faut pas s'arrêter au premier tome, enfin pour moi la saga principale c'est pas forcément la meilleure, tu vois. Les enjeux sont très intéressants, attention, mais c'est pas la saga que j'ai préférée. Moi j'ai vraiment préféré Renaissance, où en plus t'es dans l'après de l'horreur qui s'est passée juste avant, et t'as bah, un peu la reconstruction des gens, quoi. Bon, t'as des années qui sont passées entre temps, mais t'as quand même la reconstruction de personnages, tu recroises des anciens, enfin voilà, il y a un peu tout ça qui fait que c'est ma petite chouchoute. Pour conclure, je dirais que cette saga, c'est un univers plus qu'une saga, puisqu'on va avoir plusieurs séries en une, donc forcément c'est... Je pense que je vous mens un peu quand je vous dis la saga du mois, pour moi on est dans l'univers du mois là, c'est un peu... voilà. J'espère que cette vidéo aura pas été trop brouillonne, parce que j'avais beau avoir pris des notes, en vérité tu les regardes jamais complètement quoi. En tout cas c'est un univers qui est étendu à travers le temps et que j'adore, c'est une notion que j'adore, j'aime beaucoup le fait de pouvoir... découvrir un univers à différentes époques avec différents personnages. Je trouve que ça nous permet vraiment de bah déjà d'être complètement immergé dedans et surtout de découvrir des personnages qui vont peut-être plus nous plaire que d'autres. Enfin je sais que par exemple là tout à l'heure quand je lisais la vie de Tida, je disais qu'elle avait pas aimé les personnages, mais peut-être qu'elle aurait adoré Tessa. Ou à l'inverse, elle aurait pu aimer Clary et détester Tessa, tu vois. Enfin, voilà, c'est des personnages qui sont tellement différents que c'est plutôt cool. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et je pense que ça restera ma saga, une de mes sagas coup de cœur pendant très longtemps. Pendant très longtemps, elle est en top 1 d'ailleurs. Vraiment, j'étais tellement fanatique de l'univers. Aujourd'hui, je vieillis, je lis d'autres choses et voilà, mon top 1 c'est plus le même, mais ça reste, ça fait partie de mes sagas favorites et ça fait partie des sagas que je continuerai de conseiller encore et encore, que j'espère faire lire à mes enfants s'ils aiment lire. Voilà, ça fait partie vraiment des sagas que j'aime du fond du cœur, que je conseille du fond du cœur également, et que aujourd'hui je vous conseille de découvrir si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que si vous ne l'avez pas découvert, je suis pas sûre que vous ayez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Parce que franchement... je me suis pas trop étendue sur certains sujets, ça a dû vous paraître très brouillon. Bref, n'hésitez pas à me donner vos avis dans la barre d'infos, enfin non, dans les commentaires, la barre d'infos c'est moi qui la remplis, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de me dire. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me donner des titres de saga que vous avez envie que j'explore avec vous. Et je vous mets dans la barre d'infos la prochaine saga qui sortira enfin la prochaine saga que je vais explorer. J'hésite encore entre deux, donc pour l'instant je sais pas, il faut que j'y réfléchisse de manière un peu plus poussée. N'hésitez pas, si vous avez lu la saga dont je vous parlerai dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos, à m'envoyer un petit message en privé si possible, c'est mieux. Mais si c'est dans les commentaires, c'est pas grave, pour me parler de cette saga et pour me donner vos avis. Voilà, comme ça vous apparaîtrez dans la vidéo et ça c'est cool. Et n'hésitez pas à me dire aussi, je peux très bien ne pas mettre vos noms, vos prénoms, vos Instagram, vos machins, si vous voulez rester anonyme, c'est pas un problème. Voilà, mais ça me ferait très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!